À ce que tout le monde puisse nous rejoindre. Formidable, je vois que nous avons un bon nombre de personnes qui nous ont rejoints. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tout le monde. Je m'appelle Jean Paul, je suis le gestionnaire cadre pour Urban Shift ici au World Resources Institute. Je serai votre modérateur pour la session d'aujourd'hui. Merci de votre participation. Et avant d'avancer, je voudrais vous dire qu'il y a l'interprétation en direct pour notre webinaire aujourd'hui en français et en bahasi. Pour accéder à l'interprétariat de votre choix, vous pouvez cliquer sur l'icône globe tout en bas de votre écran et vous pouvez choisir anglais, français ou bahasi. Formidable, il y a le chiffre qui grimpe rapidement. Nous allons donc commencer notre webinaire. Alors, merci énormément, les collègues, de votre participation à ce webinaire. Ce webinaire qui est une présentation, l'évaluation au cadre d'évaluation de la vulnérabilité dans les villes. Voilà la première partie d'un webinaire sur trois. Des renforcements des capacités organisés par WRI et Urban Shift et Cities for Forest. Les séries sont conçues pour renforcer les capacités chez les officiers pour qu'ils puissent mettre en œuvre des approches basées sur la nature de façon à améliorer la résilience climatique. Aujourd'hui, nous allons nous centrer sur le cadre d'évaluation de la vulnérabilité et du danger. Le deuxième va se centrer sur les solutions basées sur la nature et ce sera le 5 mars 2025. Et le troisième webinaire, également basé sur les solutions basées sur la nature pour atténuer les inondations, également au mois de mars. Nous vous encourageons à participer à l'ensemble de ces webinaires pour avoir une expérience plus exhaustive. Je vais prendre juste un petit moment pour vous fournir un aperçu de notre opération Urban Shift. Urban Shift est dirigé par un programme fait en partenariat avec le World Resources Institute, C4 Cities et Claim Local Government pour la durabilité, le programme de développement des Nations Unies et Urban Shift se centre sur les leçons apprises euh, des villes pilotes et nous appuyons également dans les villes pour qu'ils puissent intégrer des approches pour un développement urbain, pour avoir un futur net zéro inclusif. Et comme je l'ai dit, ces webinaires est organisé avec Urban Shift en partenariat avec nos partenaires. Nous allons avoir pendant notre webinaire un serment où nous allons avoir une session questions et réponses. Nous vous encourageons tout au cours du webinaire de poser vos questions directement sur la rubrique questions et réponses qui se trouve tout en bas de votre écran Zoom. Certaines de ces questions seront répondues instantanément de façon à l'écrit, mais il y en aura d'autres qui seront répondues en direct par les intervenants après la présentation technique. Alors, les collègues, n'hésitez pas à écrire vos questions sur la casse, sur la rubrique questions et réponses. Alors, pour le programme d'aujourd'hui, avant de commencer. Alors, nous allons entendre de la part de notre collègue Dipti Tald. Elle travaille WRI Inde. Elle va nous donner un contexte sur ce webinaire, à savoir le danger climatique dans les villes, le besoin de prioriser les actions. Ensuite, moi et Avni, eh ben, nous allons faire la présentation technique de notre cadre de vulnérabilité et ensuite nous allons nous tourner vers vous pour les questions et réponses. Je ferai la modération et ensuite nous allons euh, nous avons 1 h 15 pour ce webinaire. Bien évidemment, j'ai bien compris que certains d'entre vous ne pourront rester qu'une heure. Il n'y a pas de problème. Vous allez recevoir l'enregistrement de la session suite à notre webinaire. Sur ce mot, je me tourne vers mon collègue Dipti et vous avez la parole. Merci. Merci, mon collègue. Est-ce que vous me voyez? Merci. Merci et bienvenue à toutes et à tous. C'est un module sur le cadre d'évaluation de la vulnérabilité et les dangers appelé CHVA.
pour prioriser la résilience dans les villes. Ce webinaire est basé sur la publication la plus récente de WRI Inde qui s'appelle La résilience dans les villes, évaluation des vulnérabilités différentes. Il a été conçu pour que les villes, les organisateurs, les ONG et les organisations à base communautaire, mais également la communauté des pratiquants puissent travailler ensemble pour pouvoir trouver une solution à la situation actuelle. Les villes, comme vous le savez, se trouvent au cœur du changement climatique et ils doivent faire des changements qui gagnent en fréquence et en intensité. L'augmentation des températures à l'échelle internationale nous mène à des canicules, notamment dans les populations urbaines. Et la connexion coupe. Et cela peut impacter les moyens de subsistance de la communauté des communautés qui habitent dans ces villes. Et nous avons également des défis qui demandent des actions stratégiques et immédiates pour protéger les populations urbaines et assurer une préparation pour une meilleure adaptation. À mesure que les communautés marginalisées sont impactées de façon disproportionnée suite à cette crise, il est essentiel de comprendre la vulnérabilité, notamment face au changement climatique. Nous devons donc évaluer l'infrastructure. Les villes peuvent maintenant prendre des plans d'action de résilience efficaces pour s'attaquer à cette crise. Ce webinaire va donc vous fournir des enseignements importants pour le cadre CHVA qui a été conçu pour identifier et prioriser les zones de vulnérabilité au sein de communautés que nous, ici en Inde, nous avons réussi à identifier avec succès des villes qui ont été des phases pilotes pour pouvoir identifier les actions qui doivent être priorisées pour avoir une résilience climatique. Sur ce mot, je me tourne maintenant vers Anvi Agrawal, qui est le gestionnaire des programmes pour la géoanalytique chez WRI Inde, qui va nous parler des sources des données, des concepts, des modèles, des outils qui nous permettent de nous assurer que le plan d'action climatique puisse être faisable au niveau politique et économique et social, bien évidemment. Sur ce, moi, je me tourne vers mon collègue Avni pour la suite de la session. Oui, bonjour, je m'appelle Avni et avec ma collègue Vanu, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, notre session est divisée en quatre parts. Premièrement, nous allons vous fournir un bref contexte, le besoin pour évaluer le danger climatique. Ensuite, des petits a déjà parlé certains concepts. Ensuite, nous allons parler du cadre CHV1. Ensuite, je vais vous parler de l'opérationnalisation du cadre en regardant les organismes locaux, à savoir les communautés à base communautaire qui peuvent être vecteurs des changements. Et ensuite, nous allons parler et la mise à l'échelle de ce cadre de travail. Nous avons des expériences dans nos villes et pour pouvoir atténuer l'impact négatif suite au changement climatique, nous pouvons voir que le monde connaît déjà des changements importants, des incendies, des sécheresses qui impactent certaines parties du monde, des inondations, des pluies torrentielles, mais également nous savons bien que les dégâts arrivent notamment dans les pays en voie de développement et il faut donc commencer à avoir un plan d'urgence sur la table et prêt à l'emploi. Il est essentiel que les villes puissent avoir une cartographie de vulnérabilité et d'intégration des risques. Lorsque nous vivons ces risques climatiques, nous avons des événements climatiques extrêmes et qui mènent à des dégâts importants. Les zones urbaines évoluent dans un contexte de croissance rapide qui mettent les populations en danger accru. Sur l'image, vous pouvez voir un exemple de Bengaluru, une ville indienne dans le sud du pays. Et nous avons observé que presque 85% des inondations ont été augmentées suite au changement climatique. Ensuite, les événements climatiques, les événements sont éprouvés et vécus par plusieurs différentes communautés et cela dépend des
des facteurs socio-économiques et politiques, mais également la culture impacte ces facteurs. Et le niveau de vulnérabilité est bien évidemment différent. Dans notre cadre, nous allons discuter aujourd'hui les objectifs pour avoir un cadre harmonisé où les agents du GIL pourront être utiles pour identifier et atténuer les impacts et le vécu suite au changement climatique. Sur la diapositive, nous pouvons voir le cadre CHV que nous avons développé en partenariat avec les décisionnaires, les pratiquants sur le terrain, les planificateurs urbains pour comprendre quelles sont les interactions que nous pouvons avoir en matière de lutte contre le changement climatique en prenant en compte justement les facteurs socio-économiques existants dans un contexte pour le prendre en compte dans le développement des plans et stratégies au niveau d'une ville. Notre cadre CHVA est en phase avec les facteurs de détermination issus de l'IPCC, les dangers, exposition et vulnérabilité. Le danger, bien évidemment, ce sont des événements causés par les humains ou pas, ou des tendances qui peuvent impacter l'infrastructure ou impacter la santé. L'exposition sur la présence de exposition sur la population, les moyens de subsistance, les écosystèmes, les fonctions environnementales, mais également l'infrastructure et services, les biens culturels impactés peuvent être considérés comme risque et vulnérabilité. Ensuite, maintenant que nous avons notre cadre en phase avec le risque, les déterminants de risque euh, publiés par l'IPCC, je me tourne vers mon collègue Vanu qui va nous parler du cadre et comment nous pouvons s'intégrer notre cadre CHVA. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous pouvez m'entendre. Alors, comme ma collègue l'a dit, le cadre utilise la nomenclature des risques issus de l'IPCC. Il intègre donc trois composants importants. Nous avons l'évaluation, l'identification des dangers, exposition, analyse et vulnérabilité. Et premièrement, il faut comprendre l'intensité, la tendance, la fréquence et la probabilité d'un danger, mais également la susceptibilité, la probabilité du danger et pour qu'il se matérialise. Et identifier les éléments dans une ville qui pourraient être le plus impactés, à savoir l'infrastructure, les ressources, les services et ainsi de suite. L'exposition, l'analyse des expositions nous permet d'avoir des informations quant à l'emplacement de la ville qui serait le plus exposé à un danger en particulier ou à plusieurs dangers en particulier. Ensuite, nous allons nous spécialiser sur les zones à forte exposition avec un fort dangers individualisés ou multiples pour pouvoir éviter l'effet des dangers multiples. Par exemple, la duration de l'exposition d'un élément exposé sur ou plusieurs éléments des dangers. Deuxième, l'évaluation de vulnérabilité est déterminée par le prisme de la sensibilité et de la capacité d'adaptation. Et cela nous permet de comprendre le niveau de vulnérabilité et distribué dans un contexte socio-économique et démographique. Diapo. Ce tableau nous montre essentiellement le cadre à 100%, qui est divisé par piliers. Nous devons donc commencer avec l'identification des dangers clés dans une ville et qui ont été divisés en quatre catégories. Nous pouvons voir essentiellement la nature du danger et son origine. L'évaluation de l'exposition, telle que nous l'avons évoqué, nous demande d'identifier les facteurs d'exposition. Et ces éléments d'exposition impactent directement les personnes, l'infrastructure et les secteurs. L'objectif ici est d'être en mesure d'identifier les éléments des dangers et la portée de ces dangers. Ensuite, nous avons la troisième catégorie, l'évaluation de la vulnérabilité qui nous permet de mettre tout au même niveau d'importance. Les couches d'exposition, suite à cette analyse, nous permettent de reconnaître les différenciations, les différents types de risques et comment cela peut être accéléré par les interactions complexes entre les facteurs gouvernementaux, sociaux et fiscaux. Nous avons donc des caractéristiques inhérentes qui peuvent se manifester pendant ou après un danger de façon à l'atténuer ou à les magnifier. Ensuite, dans notre rapport, nous avons publié une évaluation détaillée sur le type de caractéristiques qui doivent être prises en compte pour la création d'un cadre
d'atténuation des risques, des dangers. Nous devons donc comprendre que plusieurs éléments et facteurs peuvent impacter les résultats et l'intensité. Nous pouvons réfléchir à ces chapitres 2 et 4 qui se trouvent dans le matériel de lecture. Et si nous nous intéressons au niveau du danger des identifications, sur le premier palier, nous pouvons voir sur la diapositive les niveaux individuels pour notre cadre. Nous pouvons voir, par exemple, le niveau des dangers, le groupe de niveaux des dangers qui peuvent être catégorisés en plusieurs subcatégories un ensemble d'indicateurs qui vont mesurer la possibilité d'un danger sur un domaine spécifique. Ensuite, le groupe de dangers, tel que je l'ai évoqué, il y a plusieurs piliers. Nous avons les dangers hydrologiques et météorologiques qui sont dépendants des interactions avec les cycles atmosphériques, les océans, les tendances climatiques. Nous avons également les dangers géologiques qui sont les résultats des activités sismiques, l'activité géophysique et géologique de la Terre. Alors, ensuite, nous avons les dangers environnementaux qui sont associés à des activités anthropogéniques et à la pression urbaine qui peut dégrader les écosystèmes. Ensuite, nous allons les sous-catégories avec des indicateurs tels que l'intensité, la location, la fréquence, la magnitude et la probabilité que l'événement se déclare. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons les dangers environnementaux, géologiques, hydrologiques et météorologiques, pardon, avec ces indicateurs différents qui peuvent être mesurables. Par exemple, nous avons des indicateurs où nous pouvons voir la température que nous avons observée et sur la surface et ainsi de suite. Nous pouvons les mesurer au niveau micro avec au niveau micro avec des données spécialisées ou plus largement au macro avec des données sur l'ensemble de la ville. Ces indicateurs sont utilisés basés sur les définitions fournies par les agences et institutions au niveau gouvernemental pour avoir une définition homologuée et notamment avec les autorités indiennes et le ministère de l'Environnement. Mais nous avons des définitions, par exemple, NOAA, WMO, ou même adaptées aux zones géographiques. Nous avons donc identifié une période longue de 30 ans avec les acteurs euh, avec les éléments qui nous permettent d'évaluer les différents événements qui se sont déclarés sur une période de temps de 30 ans. Ces informations nous permettent de comprendre la tendance qui s'est installée au fil d'une période de temps, à savoir 30 ans. Par exemple, nous pouvons voir l'effet domino qui peut enclencher un danger. Je parle de l'augmentation des températures, les cyclones qui arrivent, les orages ou les inondations suite à des événements de pluie extrêmes. Et des méthodes d'évaluation très détaillées de ces indicateurs sont ont été listées sur la diapositive précédente. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les chapitres 3, 4 et 5 du rapport. Maintenant, pour l'évaluation des tendances et l'identification spatiale, mais également l'évaluation d'impact. À cet égard, nous avons fourni des points de données, mais également des sources de données, mais également des seuils de comparaison qui pourraient être utiles pour faire des calculs, des exemples ou illustrer le rapport. Vous pouvez voir donc les informations qui se trouvent sur le rapport. Nous avons l'analyse des tendances, vous pouvez voir les sources des données, les produits des données. Vous avez une visibilité sur l'ensemble des données qui sont utilisées pour illustrer les cas d'études. Diapo. Voilà un exemple où nous avons fait la cartographie de la géographie de la ville de Mumbai. C'est une des villes les plus importantes en Inde. Nous avons fait donc la cartographie entre 2015 et 2020. Il y a une différence d'un degré et Celsius par rapport à la référence. Cette référentiel nous permet de comprendre comment ces
caractéristiques évoluent au fil du temps et s'il y a un changement important ou nominal qui devrait être intégré de façon à ce qu'on puisse concevoir des scénarios à l'avenir, ce sont des paramètres qui s'avèrent être essentiels à nos opérations du prévisionnel. Voilà un exemple de notre cartographie spatiale. Nous avons utilisé des données et des satellites pour illustrer notre cas de figure. Nous avons la température de la surface pour évaluer euh, le, les zones de chaleur urbaine. La plupart des services se trouvent là où la température est plus importante. Pour la ville de Montvalle, nous avons utilisé un format granulaire pour identifier quel district et quartier était plus susceptible de risques de forte chaleur. Nous avons donc évalué les villes informelles, les établissements informels pour comprendre les dynamiques entre les augmentations de température et les activités anthropogéniques. Nous regardons donc les conditions de vie d'une population, à savoir le niveau d'urbanisation et de verdure qui l'entoure. Nous avons utilisé des données satellitales pour pouvoir identifier l'impact sur les différentes surfaces. Nous avons donc analysé les différentes caractéristiques d'un territoire qui était plus chaud par rapport à une référence ou à un autre territoire. Nous avons donc analysé les terrains non avec et sans irrigation, le territoire qui se trouve directement exposé au soleil et les zones pavées qui restent bien évidemment plus chaudes. Ce sont des zones où la population est plus importante et elle est maintenant mise en plus fort danger. Nous avons donc deux villes. Nous avons l'exemple de deux villes en Inde où nous avons identifié des tendances euh, d'augmentation de température. Nous pouvons voir que sur la gauche, le comparatif entre la gauche et la droite, avec cette animation, euh, cela veut dire que la zone verte est plus fraîche. Ce sont des informations que nous avons tirées dès l'évaluation des allées vertes, des zones de verdure qui pourraient être installées dans une localité. Dernière compilation des données après identification des dangers clés pour identifier l'ensemble des zones d'impact dans une ville. Nous avons créé une liste exhaustive avec l'ensemble des réseaux d'infrastructures et des services qui s'avèrent être essentiels au bon fonctionnement d'une ville. Nous avons cette liste de vérification qui nous permet d'évaluer l'impact du danger environnemental ou climatique auquel une ville est susceptible d'y s'y attaquer dans le futur. Cette liste nous permet également de faire un récapitulatif de l'évaluation du danger qui va nous permettre en tour d'avoir une approche pragmatique pour pouvoir s'y préparer. Par exemple, lorsque nous avons essayé de faire notre liste de vérification pour Mumbai, Bombay, pardon, nous avons vu que nous n'avions pas suffisamment de données, d'où nous avons dû euh, demander les institutions de se centrer sur la dimension de la disponibilité des ressources hydriques, car cela pourrait nous fournir des meilleures données sur la performance des services de ville et comment ceci pourrait s'avérer être essentiel à lutter et à comprendre les besoins et le niveau de risque des populations dans une ville. Il faut donc mesurer, vérifier l'efficacité des données de façon à pouvoir avoir une liste de vérification robuste. Et dernière, identifier la liste de vérification avec les éléments et les zones qui peuvent avoir un danger multiple. Par exemple, nous avons essayé de comprendre l'exposition à plusieurs dangers. Nous pouvons donc voir les zones qui sont exposées à la chaleur se trouvent dans la zone de Kochi et tout au sud d'Inde. 7% des villes ont une exposition
à plusieurs risques. Là, ça va être critique car nous avons la chaleur et les inondations qui peuvent être déclarées dans des zones, pendant des périodes importantes, des plus importantes comme la mousson. La mousson. Ensuite, deuxième étape, compréhension de l'analyse d'exposition. Avec la compréhension des éléments et des emplacements, cela s'avère être essentiel à notre évaluation des risques. Cela mesure le niveau d'exposition par rapport à l'intensité du danger, mais c'est également l'échéancier et la durée de ce danger. Exposition à longue durée et par rapport à exposition à courte durée. Nous avons donc plusieurs catégories d'infrastructures qui peuvent être cartographiées pour pouvoir identifier où se trouvent les zones à plus fort danger. De façon similaire, nous pouvons utiliser ces indicateurs pour avoir des unités mesurables. Le résultat peut être spécialisé et cela peut être utile pour déterminer le pourcentage de risque que peut être absorbé par un réseau dans une ville et identifier le profil des risques. Nous avons fourni une liste exhaustive d'expositions avec des indicateurs, mais également le pourcentage d'exposition avec d'ensemble des données et des sources intégrées dans les rapports. Voilà une illustration pour l'analyse d'exposition. Nous avons essayé de faire une analyse d'exposition au risque d'eau et d'inondation basée sur les informations disponibles sur la ville de Bombay. Nous avons donc analysé les données sur une période de temps, notamment pour les ratios d'eau et sur un radio de 200 mètres, ce qui nous permet de comprendre où se trouvent les réseaux des transports qui peuvent être impactés suite à un événement de pénurie et d'excès d'eau. Comprendre le transit et le transport d'eau jouent un rôle essentiel à l'identification des dangers. 33% du transport des ressources hydriques dans la ville de Bombay sont efficaces. Ensuite, nous avons essayé de faire cartographie de l'ensemble des rivières dans l'ensemble du territoire national pour identifier quel pourcentage de communautés pourraient être impactées en cas de forte densité ou de pluie. Cette carte nous a permis de voir que le long des rivières et le cœur des villes observaient la plus forte dimension de risque. Troisième Troisième étape pour l'évaluation des vulnérabilités dans notre cadre d'opération. Donc, sur cette diapositive, nous pouvons voir les niveaux des indicateurs et des seuils pour avoir des indicateurs mesurables sur un domaine en particulier. Nous avons des résultats et des chiffres qui pourraient nous donner des aperçus sur les communautés. Nous pouvons voir donc que l'angle d'égalité est basé sur les variations des populations, à savoir les moyens de subsistance, les dynamiques culturelles et politiques. Nous avons également pris en compte des considérations adaptives, d'adaptation et des disponibilités de ressources dans l'ensemble des villes. Nous avons donc utilisé ces informations pour avoir une réduction proactive des dangers dans notre réseau d'infrastructures. De façon similaire au à l'évaluation de la vulnérabilité pour l'infrastructure, nous avons fait une conception de l'infrastructure physique et nous avons utilisé des protocoles standards dans l'industrie de l'infrastructure pour évaluer la perturbation des services de façon à ce que tous les acteurs puissent être préparés au niveau de l'infrastructure pour pouvoir assurer la gestion des réseaux en cas de cas. Cela nous permet de comprendre le niveau de vulnérabilité, mais également la fonctionnalité des installations. Les méthodes utilisées ont été intégrées dans les chapitres 4 et 5 de notre rapport et nous avons également fourni une liste d'évaluations pour la qualité de l'infrastructure. Diapo.
Oui, désolé. Ici, nous pouvons voir qu'en général, la différence entre l'évaluation de l'infrastructure et l'évaluation des populations. Euh, la différence principale est la nuance au niveau communautaire, alors que la fonctionnalité se base sur les infrastructures d'un prisme communautaire, mais également d'institutions, en intégrant la révision des plans et des politiques, ce qui suit un procès rigoureux de révision de littérature. Diap- Diapo. Ici, nous essayons de faire cartographie de l'évaluation des vulnérabilités avec les populations et les indicateurs, notamment quant à l'utilisation de l'eau. Nous avons utilisé des informations euh, gouvernementales pour pouvoir comparer les foyers et leur accessibilité à l'eau. Dans la ville qui apparaît sur l'écran, nous pouvons voir que le centre-ville est très bien desservi alors que la périphérie n'est pas bien desservie en matière de disponibilité d'eau. La- pour comprendre la distribution de notre réseau, il faut regarder l'efficacité de notre chaîne d'approvisionnement. Nous devons donc intégrer euh, la perspective de développement de villes et des périphéries de façon à ce que l'infrastructure puisse être adaptée pour la résilience vis-à-vis ce risque. Si on s'intéresse à l'évaluation des vulnérabilités ou de l'infrastructure, nous avons essayé de faire une cartographie de l'accès physique aux zones de jeu, aux parcs et aux zones d'ouverture dans une ville qui s'avère être essentielle pour avoir une économie plus importante. Et des facteurs tels que à quel point une ville se trouve près d'un point de verdure ou d'un parc ou des installations a été considérée, la distance maximale était établie à 10 minutes. Et c'est là au-delà de l'axe physique, c'est également de la congestion de l'axe physique. Voilà un exemple d'une zone euh, d'une zone d'activité des pompiers à Bombay, où nous pouvons identifier l'accessibilité géographique pour les pompiers à un emplacement déterminé à minuit. Nous avons vu une réduction de plus de la moitié du territoire. Cela veut dire que les installations, que s'il y avait un incendie, les pompiers ne pourraient pas arriver à l'heure. Ici, nous avons fait cartographie des installations publiques essentielles euh, à la disponibilité des services en cas d'urgence, notamment pour les dégâts climatiques. Nous avons commencé notre initiative et nous avons commencé avec l'initiative en aéroville et la rivière, qui est essentielle à comprendre les problématiques qui s'installent dans les quartiers, mais également pour développer des solutions qui pourraient être disponibles dans la zone urbaine. Et maintenant, je me tourne vers mon collègue qui va partager sur l'opérationnalisation du CHV. Merci Banou. Alors maintenant que nous avons pu regarder ces étapes de ce cadre, maintenant nous allons voir comment est-ce qu'un tel exercice peut être donc opérationnalisé sur le terrain. Pour ce faire, nous avons donc divisé ce processus ici opérationnel en 7 phases. Pour certaines de ces phases, elles sont indépendantes les unes des autres en fonction de votre contexte urbain et elles peuvent être également donc modifiées en fonction du contexte et des ressources. Mais nous avons aussi identifié donc différentes parties prenantes qui peuvent permettre d'effectuer cette évaluation sur le terrain. Là encore une fois, ici cela peut varier en fonction justement du contexte. Et là encore, cela peut être donc partagé par différents services techniques. Et de même, il faudrait qu'il y ait un responsable de coordination. Il s'agirait ici donc de coordinateur de ce processus d'évaluation. Et puis ensuite, vous avez l'équipe technique qui est absolument essentielle dans le processus.
et qui devrait inclure donc des analystes, des chercheurs, des experts hein, du climat, des planificateurs, etc. Et le quatrième groupe concerne donc les institutions de recherche. Alors là, on va retrouver les experts en matière d'égalité et l'autre groupe, les experts en matière de communication, notamment toutes les informations qui vont être communiquées, y compris dans les médias sociaux, et transformer donc ces informations qui sont parfois techniques et les transformer en données qui sont facilement digérables pour tous les groupes. Et enfin, ce qui représente les groupes marginalisés, qui a les organisations de la société civile, les associations, là encore, un ici partenaire clé, qui est un acteur clé, peuvent être aussi les services de la municipalité, cela peut être différentes agences, des organisations qui travaillent en contact avec le gouvernement. Et enfin, le dernier acteur clé serait bien évidemment les membres élus qui pourraient donc prendre des initiatives en matière de climat. Et par rapport donc à ces phases, nous avons ici différents exemples. Et dans le cadre donc de ce processus, on retrouve eh bien, ce besoin d'évaluation, donc de comprendre pourquoi c'est nécessaire, déterminer ici les besoins, ça pourrait être par exemple en lien avec l'action climatique, le plan de développement et d'autres stratégies de résilience. Et puis ensuite, là encore, toujours au niveau de la municipalité, avoir donc le meilleur lien possible. Et ensuite, identifier, cartographier l'écosystème gouvernemental, tous les acteurs, les organisations qui pourraient nous donner des informations, des données qui pourraient être utilisées. Donc là, ce serait donc une étape importante. Ensuite, revoir notamment différents rapports dans le cadre de ce processus. Et enfin, contacter ici des parties prenantes et donc les informer qu'un tel exercice ici est considéré et à quel point eh bien, nous pourrions mettre cela en place. Et donc le calendrier donc, de cette évaluation. Je voulais ici partager quelques exemples de ces écosystèmes finalement pour que vous puissiez, qu'à votre niveau, comprendre ce qui est important, donc une liste des ministères, mais aussi de différentes associations et de différents services au sein de ces ministères. Donc ça peut être par exemple le service de gestion de la pollution, le service de gestion climatique, de l'environnement. C'est important dans le cadre de notre stratégie. Conformément donc à tout ce qui peut être planifié, cela nous permet de créer les fondements nécessaires. Et c'est vraiment la première étape d'opérationnalisation ici de ces processus. La deuxième phase de ce processus concerne le profilage. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de comprendre en fait tous les critères sociaux, économiques, géographiques, institutionnels, environnementaux, industriels. Donc, c'est vraiment la base de ce processus d'évaluation. Il y a donc ici différents aspects et que cela peut inclure notamment les différents besoins, notamment par rapport aux zones sensibles, etc.
Il s'agit ici donc, de ces différents contextes urbains et donc pouvoir établir ses besoins, mettre en place différents rapports, analyser notamment les différents besoins. Et la troisième phase de ce processus serait vraiment sur l'engagement au sein de la communauté. Alors là, ce serait important d'avoir réellement donc ce suivi, notamment par rapport à la vulnérabilité. Alors pour ce niveau supplémentaire d'information, cela peut réellement permettre de continuer à contextualiser les expériences. Dans cette phase, nous suggérons donc, dans le cadre du travail ici avec le gouvernement, de mieux comprendre finalement les besoins de la communauté et de pouvoir s'engager au sein des communautés. Il est donc recommandé à ce stade de pouvoir donc prendre en compte ces différents aspects, notamment pour soutenir les différentes organisations de la société civile. Alors, par rapport à ces phases, ce processus, c'est une phase qui peut être un peu plus flexible. Elle peut être menée donc en fonction des ressources disponibles. Alors, toujours par rapport au profil ici de pays, nous allons donc collecter, analyser finalement différents niveaux. Alors, cela peut s'avérer parfois difficile, mais l'objectif serait réellement d'être le plus actif possible. Il faudra notamment s'assurer que nous n'avons pas ici négligé les besoins, notamment parfois, oui, il y a des éléments qui sont collectés par la collecte de données, mais on ne peut pas tout de suite les utiliser. Ça peut être dans des registres. Et ici, il faut donc que ce soit donc scanné, trié, filtré. Et c'est à partir de là que l'on pourra réellement faire la différence. Alors, dans la pratique, il peut y avoir aussi des évaluations donc préliminaires. Alors ensuite, la phase suivante est une phase vraiment importante. Et ça va être ici compléter le CHV. Donc, cela concerne les différents besoins. Et il s'agit de regarder donc ces méthodes analytiques avec ces exemples qui ont été présentés, parce que dans la pratique, on peut donc compléter cette évaluation pour toute ville concernée. Alors, tout d'abord, il faut donc pouvoir compléter tout cela et voir les impacts. Et dans la phase suivante, il faut aussi pouvoir identifier les besoins et donc l'étude de viabilité afin de voir les différents éléments et surtout les populations qui seraient le plus vulnérables. Ce sont donc des indicateurs qui peuvent être ici utilisés. Et enfin, de même par rapport donc aux phases suivantes de la consultation. Donc c'est important, nous l'aurons compris, que ces informations ici techniques dans le cadre de ce processus soient réellement
ici disséminer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et les parties prenantes pourraient donc inclure différentes équipes, notamment par rapport à la société civile, différents groupes. Alors, ce que vous pouvez voir ici, justement, notamment par rapport à ce que nous avons ici dans le sud de l'Inde, d'ici, vous avez vu en fait des traductions qui ont été faites dans la langue locale pour développer ici. Et donc, cela peut réellement ici aider, explorer ce qui peut être nécessaire et créer finalement ce réseau. C'est important qu'il s'agit de simplifier, notamment dans différents groupes. Alors, on peut aussi prioriser. Il y a donc différents plans qui sont possibles. Et donc, à différents moments, tout ceci peut être fait. Enfin, il faut également se concentrer sur toutes les informations techniques et donc de développer un rapport complet. C'est ce qui devrait donc nous permettre ici de revenir sur des éléments qui sont importants dans le cadre de cette phase. Pour ces analyses, on peut notamment regarder et voir comment prioriser les actions dans ces communautés. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, ça peut être concerné l'action climatique, la planification de la résilience, la planification ici des limites, des conséquences des catastrophes naturelles. Et tout ceci devrait nous permettre de valider que nous pouvons justement obtenir donc des financements pour ces projets. Cela pourrait être également utilisé pour des actions en matière de gouvernance, pour réduire la vulnérabilité et accroître la sensibilisation en matière de coordination entre les différentes agences gouvernementales ou autorités gouvernementales. Lorsque nous avons essayé de mettre ici ce plan d'action climatique à Mumbai, afin de pouvoir prioriser certaines actions dans certains quartiers, nous avons donc tout d'abord organisé 4 ateliers en parlant par exemple des risques d'inondation, un autre sur l'adaptation face aux vulnérabilités. Et donc en plus de tout cela, eh bien, nous avons pu remettre tout cela à plat. Alors c'est important pourquoi? Face au contexte, nous avons pu remettre ici les choses en perspective et nous avons ainsi pu mobiliser un maximum de partenaires lors de ces ateliers, des associations locales, des organisations de la société civile. Donc, cela n'a pas été facile à organiser, mais c'était absolument essentiel. Et parmi de nombreux donc, messages, nous savons de même que
Par rapport à ces risques, nous avions donc identifié certains besoins. Nous avons donc également différentes solutions qui peuvent être nécessaires. Et puis, bien sûr, il faut également reconnaître que des solutions sur le long terme doivent également être développées. Alors, nous encourageons bien évidemment les villes à réellement évoluer. Et puisque réellement, eh bien, nous sommes dans ce processus, nous savons que certaines données peut-être ne sont pas assez granulaires et que par conséquent, nous avons donc modifié quelques capacités. Nous savons qu'il faut aussi développer nos capacités. Nous allons donc demander une modification et notamment par rapport à certaines limitations de ce cadre. Alors, si on utilise les données ici qui sont des données disponibles, c'est un vrai problème puisqu'on n'a pas toujours accès à toutes les données. De même, nous avons cherché à répondre à certaines de ces limites, notamment par rapport à quelques recommandations. Tout d'abord, améliorer donc l'accès aux données de qualité, ce qui devrait être donc possible, donc ce qui devrait là encore permettre d'avancer. Et puis ensuite, mener des évaluations et ici, regarder par rapport aux ressources disponibles avec ici des chercheurs, des organisations de la communauté et également d'institutionnaliser le processus par rapport au programme pour avoir une meilleure coordination. Donc, c'est important, une coordination avec les organisations locales et nationales pour une meilleure coordination des actions. Il faut donc prioriser et accélérer cela dans les domaines à risque afin donc de promouvoir cet engagement. Enfin, il s'agit aussi de pouvoir, dans le processus d'évaluation, vous encourager, d'encourager les utilisateurs à ne pas s'arrêter juste à la phase de planification, mais de continuer avec le développement de projets. Et maintenant, je vais donc passer la parole à ma collègue qui reviennent ici sur des exemples qui nous viennent du sud de l'Inde cette fois-ci. Merci beaucoup. Donc, en plus de ce cadre, l'opérationnalisation ici nous a donné la possibilité d'avoir un engagement avec différentes agences, mais aussi de travailler avec les leaders de la communauté, les décideurs. Nous avons pu, par exemple, cartographier donc les zones, c'est ce que nous avons fait pour identifier finalement les quartiers au sein de la ville qui sont les plus chauds. Ensuite, avec l'engagement du ministère et du développement urbain, nous avons pu développer ici le premier plan d'action climatique, en donc prenant en compte ces différents aspects. C'était important par rapport à ces différentes recommandations
pour travailler ensemble sur ce thème de la résilience. Mais il s'agissait notamment, dans le cas de ces projets pilotes, de travailler avec les ONG. Ensuite, eh bien, il nous a fallu revenir donc sur ces différentes échéances et le différent calendrier. Est-ce qu'on peut juste prendre un exemple, s'il vous plaît? Parce que je pense que nous arrivons à la fin ici et nous n'aurons peut-être pas le temps. Oui, bien sûr. Alors, nous avons ici décidé de pouvoir donc avancer et je voudrais vous montrer l'intégration de cette cartographie en matière de vagues de chaleur, mais aussi d'inondations à Kochi. Nous avons mené des consultations, des discussions dans ces domaines pour comprendre finalement quelles étaient les problématiques dans chaque quartier. Enfin, toutes ces informations nous ont permis de créer donc un document avec des recommandations pour que la ville puisse planifier certaines activités et pouvoir vraiment développer la résilience et la préparation. Et nous aider donc à identifier les actions à mener. Nous avons également utilisé différentes politiques instrumentales, notamment par rapport à ces plans de développement. Nous sommes donc revenus sur ces différentes géographies et nous avons pu réellement développer cette infrastructure. Et c'est important toujours par rapport à ces stratégies, cela nous a permis de creuser par rapport à les évaluations sectorielles, notamment dans le cadre d'évaluation, nous avons regardé le secteur de l'agriculture, du tourisme, des transports. Ce sont des secteurs qui ont donc aussi pu être évalués, notamment par rapport aux besoins à réaliser. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir discuter. Il s'agit parfois aussi d'agir. Et ce n'est pas toujours facile. Cela montre à quel point les besoins sont essentiels. Et je voudrais également remercier l'ensemble ici de ceux qui ont participé. Vous pouvez bien évidemment que nous contacter. Merci beaucoup, Banou. Merci, Agni. Bravo pour cette présentation. Et merci ici d'avoir respecté les délais parce que vraiment, il y a énormément de questions qui sont très intéressantes et je suis sûre ici que nombreux sont ceux qui souhaiteraient obtenir la réponse à leurs questions. Je vais donc maintenant demander bien évidemment nos intervenants du jour de bien vouloir allumer leur caméra ici afin que nous puissions répondre à vos questions. Donc, de très nombreuses questions très intéressantes. Alors, dans le chat, nous avons échangé. Alors, ici, c'est très impressionnant puisque, notamment par rapport
aux ensembles de données. Donc ça, c'est important. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer la difficulté de travailler avec l'ensemble des données lorsque les résolutions ne sont pas identiques? Donc, finalement, comment est-ce que vous gérez ce type de contraintes et est-ce que vous avez des conseils par rapport à cette gestion? Merci. C'est une question extrêmement pertinente. Cela dépend de l'objectif de l'utilisation des données. Le cadre, comme nous l'avons mentionné, a différents indicateurs de toute une logique d'utilisation et d'incorporation de ces indicateurs. Et ici, ce sont donc des données qui, ici, devraient être analysées à différents niveaux. Par exemple, si vous souhaitez comprendre euh, une analyse des températures, donc par exemple dans une ville, vous pouvez utiliser des données satellitaires. Et vous pouvez aussi donc utiliser Slack à différents niveaux, mais aussi utiliser d'autres ensembles de données avec plus de granularité si vous le souhaitez. Alors en fait, ce que j'explique, c'est que ce n'est pas que une des données s'aligneront parfaitement, bien sûr. Donc cela peut venir de différents capteurs, etc. Donc vous n'aurez pas peut-être nécessairement les mêmes chiffres, mais cependant, je pense que si votre objectif est d'identifier ici qu'il y a les différentes zones, eh bien, je pense qu'à partir de là, cela pourra vous aider, notamment par rapport aux analyses. Et donc, l'objectif de l'indicateur permet donc de clarifier. Merci beaucoup, Banou, parce que justement, il y avait aussi d'autres données d'autres questions sur les données. Je pense que là, vous avez répondu à tout. Avni, j'ai une autre question pour vous. Au début de la présentation, vous avez donc expliqué que justement que le principe de vulnérabilité et certains peut-être acteurs maîtrisent peut-être ici d'autres cadres qui existaient déjà auparavant. Et pour ceux qui utilisent donc d'autres cadres, est-ce que ce nouveau cadre intègre des éléments des anciens cadres déjà disponibles et quels sont donc les avantages de ce nouveau cadre par rapport au cadre précédent? C'est une excellente question, bien sûr. En fait, nous avons réellement cherché à définir donc les risques en matière de vulnérabilité. Et pour cela, c'est ce qui nous permettrait d'être peut-être plus adaptatifs. Je pense que l'avantage de ce nouveau cadre, c'est que c'est tout simplement le cadre le plus récent. Et évidemment, ici, il y a toujours des mises à jour et que par conséquent, ici, cela correspond bien aux toutes dernières normes et recommandations de l'IPCC. En matière, bien sûr, de risque, il y a aussi différents éléments comme les réponses, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'exposition aux dangers et de vulnérabilité, mais aussi des réponses, comme un déterminant du risque. Et bien sûr, ici, cela peut être compris différemment par rapport donc à ces systèmes d'infrastructure. Donc finalement, je dirais qu'il y a plusieurs cadres, en effet. Nous avons juste décidé d'utiliser le cadre le plus récent afin de pouvoir également donc utiliser ici finalement le cadre le plus récent.
Mais bien sûr, les villes pourraient donc décider d'utiliser ces autres cadres. Donc ça, ce serait tout à fait possible. Très bien, merci beaucoup. Très bien pour cette question. Merci, Avni. Alors, question suivante. En matière de résilience et beaucoup d'expertise dans le cadre de ces solutions, je pense que c'est une question ici euh, à laquelle vous pourrez répondre. Alors, par rapport à ce cadre qui permet ici la mise en œuvre de ces solutions, notamment donc basées sur les données, etc., sur la nature, alors comment est-ce que l'on pourrait aussi utiliser cela pour mobiliser de la valeur? Alors, c'est une excellente question. Et merci d'ailleurs de l'avoir mentionné ici. Alors, je peux bien évidemment expliquer ce que nous avons fait, nous, à notre niveau. Alors, bien sûr, alors nous avons évalué par exemple les hotspots à Mumbai. Alors, c'est important pour essayer ici de regarder donc par rapport à la vulnérabilité. Et nous savions donc justement comment nous adapter pour avoir donc ces solutions basées sur la nature. Mais ici, cela nous a aussi donné eh bien, une vraie valeur ajoutée et voir eh bien, dans quel domaine est-ce que ceci serait applicable. De même, il s'agit aussi que de cet développement, parce que lorsque l'on décide ici d'avoir donc ces informations, comment finalement mettre tout cela en place, eh bien, c'est pour cela qu'on a aussi cette valeur, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ici les solutions basées sur la nature. J'ai d'autres questions pour vous. Nous, la question est la suivante. Est-ce qu'il peut y avoir une standardisation ici? Parce que là, vous l'avez expliqué, vous l'avez utilisé dans différentes villes en Inde, mais est-ce qu'on pourrait standardiser cela entre différents pays? Ou alors est-ce que finalement, le fait qu'on puisse l'adapter au niveau local, eh bien, cela limite la comparabilité? L'année dernière, nous avons justement eu une session en Canada où nous avons présenté ce même cadre et nous avons pu discuter finalement des similitudes, des données, etc. Alors ici, les objectifs, finalement, les concepts sont assez similaires. C'est important parce que notamment, par exemple, pour nous, qu'on a des données qui sont, bon, jusqu'au niveau du village en Inde, et il y a aussi des données satellitaires, avec donc une résolution tout à fait différente, une échelle différente. Donc, on a des informations au niveau régional, au niveau provincial, au niveau du comté, au niveau du village. Aux États-Unis, par exemple, c'est au niveau de chaque État. Donc, en fait, finalement, peu importe la terminologie que vous voulez utiliser ici, il y aura des possibilités ici d'échange. Alors, les peut-être différences ici, c'est c'est vraiment cette mise à l'échelle, cette notion d'espace. Ici, bien sûr, peut-être que les moyennes ou les agrégats peuvent être différents, mais ici, pour moi, au sein des différentes régions, c'est ça l'objectif finalement, dans une région, dans un espace, pouvoir identifier les zones qui sont tout simplement le plus à risque. Et c'est pour cela que vous pouvez donc utiliser tout cela.
Personnellement, je ne pense pas donc ici que cela soit un problème si l'on veut comparer. Parfait, merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. Je pense que moi, d'ailleurs, j'ai la réponse à la question, mais il s'agit également de voir lorsqu'il s'agit des plus petites villes ici. Est-ce que ça reste intéressant? Oui, bien sûr. Lorsque vous travaillez sur ce cadre, notamment dans ce cadre de la vulnérabilité, eh bien, bien sûr, hein, c'est toujours intéressant parce que, comme nous l'avons dit, cela peut s'adapter au niveau de la résolution. Et je pense qu'avec plus de capacité de ressources à l'avenir, on pourrait peut-être même potentiellement ici encore affiner. Et plus, si la résolution, bien évidemment, est meilleure, ceci est encore plus important. Mais il faut savoir, est-ce que cette évaluation est menée par la région, par la province, par la municipalité, par le pays? Donc, c'est aussi ici un niveau de désagrégation qui serait nécessaire, mais je pense que c'est important et il faut aussi faire attention par rapport aux informations que vous obtenez pour les plus grandes villes. Parce que parfois, eh bien, vous obtiendrez des informations différentes. On donne ces informations ici au niveau de la température. À Mumbai, par exemple, la température de surface ici est justement possible, mais dans une petite région. Il faut bien comprendre la géographie et aussi peut-être ici comment est-ce que certaines observations ressortent. Mais oui, je pense qu'on peut l'utiliser très clairement, ce cadre, au niveau non, beaucoup plus granulaire. Très bien, merci beaucoup. Enfin, merci beaucoup. Enfin, alors, il y a énormément de questions dans le chat. Donc, Avni, ici et Banou, n'hésitez pas à répondre à un maximum de questions par écrit dans le chat. Et Dipti, ici, vous allez bien évidemment pouvoir clore cette première session. Je vais vous donner la parole. Je voudrais vous remercier. Merci de vous être connecté pour cette session. J'espère que vous avez trouvé cette session enrichissante. J'espère que vous avez ici compris comment fonctionne cette évaluation, comment est-ce qu'elle peut être menée. Et de même, j'ai vu beaucoup de questions sur est-ce que cette présentation sera disponible. Alors oui, la présentation ici sera mise à votre disposition sur la plateforme de partage. Et c'est ce qui voudra ici nous permettre de revenir sur ces éléments. De même, il y a aussi deux autres sessions à venir parce que c'est une série de 3 webinaires. Donc, vous allez avoir une session que le 5 mars sur les solutions basées sur la nature et le suivi des températures dans les villes. Et ensuite, un troisième webinaire, cette fois-ci sur les inondations et les eaux torrentielles. Et donc, n'hésitez surtout pas, bien évidemment, si vous avez encore des questions, nous serons ravis de pouvoir répondre à ces questions, même une fois que ce webinaire sera terminé. Je vous remercie.